Alors, Madame Hélène Conway-Mouret, vous êtes sénatrice des Français de l'étranger depuis 2011. Vous êtes aujourd'hui vice-présidente du Sénat et puis vous siégez à la Commission des Affaires étrangères, des Forces armées et de la Défense. Vous avez été ministre délégué aux Français de l'étranger entre 2012 et 2014. Et aujourd'hui, on vous reçoit parce que vous avez publié cet été un rapport sur la défense européenne avec votre collègue Ronan Le Gleut. Alors, des rapports sur la défense européenne, il y en a quand même très régulièrement, des rapports parlementaires ou non. En quoi votre rapport est-il différent? Alors, c'était un rapport qui était important parce que nous sommes à un moment charnière, je crois, de cette construction d'une défense européenne. Alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de rapports, beaucoup d'écrits, mais nous avons décidé, et c'est la façon dont nous travaillons au Sénat, de nous inscrire dans le temps. Et donc, du mois de janvier à juillet, quand le rapport a été adopté par la Commission, où il est présenté et adopté par un vote, eh bien, nous avons fait plus d'une centaine d'auditions. Nous avons fait 7 déplacements dans des capitales européennes. Nous aurions dû faire l'ensemble des capitales, mais en 6 mois, ce n'était pas possible. Et donc, nous sommes allés au contact de nos interlocuteurs. Nous sommes allés à leur écoute. Et je crois que cette méthode a surpris certains de nos interlocuteurs qui sont plus habitués à une France qui propose plutôt qu'une France qui écoute. Nous en avons profité aussi pour tester un certain nombre de concepts qui nous sont familiers et avec lesquels nous n'avons aucun problème, comme celui d'autonomie stratégique ou d'armée européenne, mais qui créent à la fois de l'inquiétude chez certains de nos partenaires, voire une réaction hostile. Et donc il est très important aujourd'hui que nous fassions attention, puisque la France reste force de proposition. Elle, par le biais de son président de la République, elle articule une vision de ce que nous voulons pour assurer la sécurité de notre continent. Eh bien, il faut qu'elle soit aussi attentive pour pouvoir faire en sorte que ce qu'elle propose soit compris et partagé par tous. Alors, vous évoquez des concepts que vous avez testés. Il y a notamment un concept important qui est celui d'autonomie stratégique. Est-ce que vous pourriez juste nous le définir ou qu'est-ce que vous entendez par là? En quoi ça inquiète certains? Alors, ça inquiète certains de nos partenaires parce qu'ils pensent que nous entendons par autonomie stratégique indépendance de l'OTAN. Et nous avons pris du temps pour expliquer que, en fait, ce que nous comprenons par autonomie stratégique, c'est une complémentarité par rapport à ce que l'OTAN propose, qui est une organisation qui repose essentiellement sur des moyens militaires, et qu'aujourd'hui, nous avons un certain nombre de menaces, notamment la menace terroriste, auxquelles l'OTAN ne peut pas répondre. Donc, il faut que l'Union européenne se munisse des outils nécessaires pour répondre à ce type de menaces. Nous avons aussi besoin de contrôler les flux migratoires. Et puis, il y a une troisième problématique très importante qui est le trafic d'armes, de drogue et d'êtres humains, qui aujourd'hui est géré par des réseaux internationaux mafieux, mais qui à la fois fournissent les armes à ces groupes terroristes qui nous menacent, mais également ont une puissance financière qui peut, dans certains pays, eh bien, attaquer et atteindre l'état de droit et voire mettre à mal nos démocraties. Et donc nous avons besoin de lutter contre toutes ces menaces, et l'OTAN n'y répond pas. Donc nous avons, et nous acceptons parfaitement la sécurité et la défense qu'apporte le parapluie otanien, mais dans ce parapluie otanien, nous devons avoir un pilier européen fort pour répondre aux autres menaces et défendre nos propres intérêts. Alors, on vient donc d'évoquer la relation entre l'OTAN et l'UE. Vous avez aussi fait des visites dans certains pays précisément, et actuellement on est en septembre 2019, et il y a toujours cette question du Brexit qui existe. Est-ce que le Royaume-Uni va quitter l'Union européenne ou pas? En tout cas, force est de constater que le Royaume-Uni est un pays important dans le domaine de la défense. La France a des relations fortes avec elle. Qu'est-ce que vous avez travaillé? Quelles sont vos propositions dans la relation avec le Royaume-Uni? Alors, ce que nous avons noté d'abord dans le déplacement que nous avons fait à Londres et dans les paroles de nos interlocuteurs, une volonté très forte de continuer à coopérer, quel que soit le type d'accord ou pas accord avec le Royaume-Uni, parce que c'est une force militaire importante. Nous avons l'habitude de travailler avec nos amis britanniques, nous avons un certain nombre d'accords
Lancaster House, l'accord de Saint-Malo, qui font que nous avons une coopération très étroite, notamment dans le domaine du renseignement, que nous devons continuer à exercer. Donc il y a deux scénarios possibles. Un, une sortie sans accord, ce qui nous poussera à travailler sur un nouvel accord de défense et de sécurité avec le Royaume-Uni. Ça peut être un accord bilatéral au niveau de l'Union européenne. Et si le Royaume-Uni sort dans le cadre de l'accord qui a été négocié par la Première ministre Theresa May, eh bien là, il y aura beaucoup moins de problèmes puisque le Royaume-Uni continuera à pouvoir avoir accès à la PESCO, enfin en tout cas agir dans le cadre de la PESCO, dans la politique de sécurité et de défense, également pouvoir avoir accès aux différents projets actuels ou futurs de l'Agence européenne de défense, et puis enfin, et ça c'est très important pour les industriels britanniques, de pouvoir avoir accès aux fonds européens de défense. Et donc nous devons attendre que nos amis britanniques se décident enfin prennent une décision sur le type de sortie qu'ils souhaitent. D'accord. Donc il y a le cas du Royaume-Uni, puis il y a aussi l'Allemagne, le pays dans lequel vous êtes rendu. La France a beaucoup de projets industriels en commun avec l'Allemagne, le SCAF dans le domaine aéronautique, mais aussi le MG16 dans le domaine du terrestre, le remplaçant du Leclerc et du Léopard. Quels sont les obstacles ou les enjeux de la coopération franco-allemande dans le domaine de la défense? Alors les enjeux sont importants et je crois qu'ils sont partagés. Nous avons là une coopération de raison, ce n'est pas une coopération sentimentale, mais et j'aime cette métaphore finalement où nous avons un train avec une locomotive franco-allemande. Et derrière, nous avons 27 wagons, avec peut-être 26 demain. Si l'un d'entre eux se détache et va s'arrimer à un train américain ou un train chinois, ils en décideront, ce sont nos amis britanniques. Mais nous avons là une Union européenne qui avance dans une direction et qui doit avancer dans une direction propulsée par ce couple franco-allemand. Donc je crois qu'il y a une prise de conscience des deux côtés que cette coopération est absolument indispensable. Quand on a dit ça, on se rend compte que la culture et les priorités stratégiques de nos deux pays sont très différentes, qu'on ne pourra pas les changer du jour au lendemain et que donc il faut faire avec. Nous avons en Allemagne une armée parlementaire qui dépend essentiellement du Parlement, avec des parlementaires qui sont très soucieux bien sûr de leur opinion publique, mais également qui ont une appréciation de l'industrie d'armement qui est purement industrielle. Alors qu'en France, nous avons des industriels qui répondent aux besoins d'une armée qui est projetable à l'extérieur, d'une armée qui est également présente sur le territoire français, par le biais de sentinelles. Et donc, nous avons à la fois des enjeux industriels et une appréciation des enjeux stratégiques qui sont complètement différents. Donc il faut réussir à réconcilier cela dans un programme qui nous entraîne dans 10, 20 ans de coopération et de nous assurer que, dans 20 ans, nous serons à même de pouvoir vendre ensemble ce qui aura été produit, et pas simplement avec les Allemands. On voit aujourd'hui que les Espagnols sont très intéressés aussi de rentrer dans ce projet. Et donc, il faut vraiment que nous continuions à dialoguer en respectant nos différences et en respectant notre culture et nos priorités stratégiques qui, comme je viens de l'exprimer, sont différentes. Mais elles ne sont pas irréconciliables. Alors on a évoqué l'OTAN et l'UE, le Royaume-Uni, l'Allemagne, peut-être également évoqué la dynamique communautaire. Il y a une nouvelle commission européenne qui a été choisie par les États européens, avec à sa tête l'ancienne ministre de la Défense allemande Ursula von der Leyen. Et puis on l'a appris la semaine dernière, une nouvelle direction générale aux industries de défense et au spatial. Je crois que c'était l'une de vos propositions. Absolument, nous sommes très heureux que dès la rentrée, nous avons une des 12 propositions, nous n'en avons pas beaucoup, soit adoptées. Et donc Sylvie Goulard, la commissaire française, sera la commissaire de cette direction. Quelles sont les priorités pour la nouvelle commission et aussi ses enjeux pour les années à venir? Écoutez, pour moi, la priorité, c'est de faire enfin une place, d'accorder enfin une place à la défense, aux questions de défense. C'est un sujet qui est très compliqué parce que dès que l'on parle de défense, on parle de souveraineté nationale. Et donc, il y a immédiatement, dans un grand nombre de pays, un réflexe de retrait, de repli sur soi. Le président de la République a utilisé pour la première fois dans son discours devant les ambassadeurs le terme de souveraineté européenne. Moi, j'y crois profondément. À
j'appartiens à la fondation, je suis administratrice de la fondation Jean Monnet, et je crois à ce projet européen qui continue à avancer, et c'est ce que nous avons d'ailleurs décrit dans notre rapport, une politique de petits pas ou d'une politique qui, quand l'Union européenne est en crise, eh bien, est forcée finalement d'avancer un peu plus vite. Et je crois que nous sommes dans cette période-là. Donc cette nouvelle commission doit être forte. Elle accepte aujourd'hui, en effet, de placer en son centre les questions de défense, mais quand on parle de défense, il faut penser immédiatement aux questions de sécurité. Sinon, on oublie la moitié des analyses qui sont faites aujourd'hui d'une menace terroriste qui ne relève pas forcément des questions de défense ou qui relève de celle-ci à l'extérieur du territoire européen. Et donc cette nouvelle commission doit d'abord être politique, donc associer à la fois les affaires étrangères, la défense et les questions de sécurité, et en faire une sorte de package commun pour avancer sur ce plan-là. Et cela nous amène à une autre problématique qui elle est peut-être plus profonde, qui est la place et le rôle que l'Union européenne peut et doit jouer à l'avenir. On voit aujourd'hui que ce n'est pas un continent qui a des ambitions hégémoniques, on voit bien que c'est un continent qui est en paix, qui sert dans beaucoup aujourd'hui des tensions internationales de médiateurs, et donc c'est d'assumer cette souveraineté européenne, non pas comme une nouvelle force qui viendrait à l'encontre ou se frotter à des puissances aujourd'hui importantes, telles les États-Unis, la Chine et la Russie, mais une puissance qui se veut une puissance de paix et une puissance stable, mais qui assume enfin cette souveraineté au niveau européen. Alors, dernière question, et puis ça sera notre conclusion. Je crois que votre rapport commence par une question sur la perspective. Finalement, le fait que sur la défense européenne et l'Europe, certains voient le verre à moitié plein, d'autres voient le verre à moitié vide. Alors vous, Madame Conway-Mouret, est-ce que vous êtes une optimiste ou une pessimiste? Est-ce que le verre est à moitié plein ou à moitié vide dans le domaine de la défense européenne? Et comment vous voyez les choses à l'avenir? Alors par nature, je suis optimiste. Donc je vois toujours de toute façon à moitié plein, je pense que c'est important. Aujourd'hui, je le vois d'autant plus à moitié plein que je pense que nous avons en main tous les ingrédients pour finir de remplir le verre correctement. Nous avons les outils institutionnels au niveau européen. Nous avons un outil financier avec le Fonds européen de défense pour la première fois. Et donc, il nous faut aujourd'hui une volonté politique, d'où l'importance du rôle de cette commission et de ce qu'elle pourra définir comme objectif et comme, on va dire, priorité stratégique. Donc, je pense que nous n'avons pas le choix, que nous sommes aujourd'hui dans un contexte géopolitique très compliqué, très instable, avec un allié américain qui nous donne des signaux de plus en plus forts de son désintérêt pour l'Union européenne, en tout cas pour en assurer la sécurité. Le président Trump l'a dit suffisamment de fois que nous recevions le message beaucoup plus clairement que ses prédécesseurs qui étaient sur la même ligne, mais qui l'exprimaient autrement. Et donc nous sommes forcés, oui, aujourd'hui, d'essayer d'assumer un petit peu cette autonomie. Nous analysons les menaces, nous mettons tout en place pour y répondre. D'ailleurs, il faut ajouter qu'il n'y a pas que des réponses militaires, bien heureusement, et nous avons aujourd'hui un certain nombre d'outils au niveau européen qui se reposent sur des actions civiles, et nous avons besoin de tout cela pour assurer la sécurité de nos compatriotes qui attendent cela de cette Union européenne. Très bien, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Madame Conway-Mouret, et puis à très bientôt. Merci beaucoup.